Le marché est en manque de développeurs, et malheureusement, les écoles à l'ancienne peinent à former des devs ayant les compétences requises pour être rapidement autonomes et opérationnels. En effet, force est de constater que le monde du développement n'est plus celui d'il y a 10 ans, et encore moins celui d'il y a 20 ans. Je ne parle pas ici de l'évolution des langages de programmation, mais de celle des entreprises. Celles-ci sont de plus en plus mondialisées, de plus en plus distribuées et de plus en plus en quête des meilleurs candidats pour grossir leur rang. Et dans ce paysage, les hard skills ne font pas tout. Parler anglais, savoir comment travailler en remote ou être contributeur à l'open source sont des avantages significatifs. C'est justement ce paradoxe qui a poussé mon invité, Franck Janin, à créer une école d'un genre nouveau. Franck est le fondateur d'AlgoSup et avec lui, je discute de ses motivations, des différences entre cette école et les écoles plus traditionnelles, mais aussi des challenges qu'il a dû relever tout au long de sa création. Franck, bonjour, bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'AlgoSup. Qu'est-ce que c'est AlgoSup ? Alors, AlgoSup, c'est une école de développement logiciel. On forme en 5 ans à partir du bac, ou éventuellement un peu moins, et on prépare à créer les logiciels de demain, c'est-à-dire on forme des hyper généralistes qui vont maîtriser toutes les plateformes, de l'objet connecté au cloud, en passant par le smartphone, le PC, le web, etc. On essaye de voir tout le spectre de ce qu'il est possible de faire en développement logiciel. Ok, c'est quelque chose qui est tout nouveau, cela dit ? Alors oui, on a démarré il y a 1 an, on a une première promo là qui passe en 2e année, même si on verra qu'on n'a pas vraiment de concept d'année. Et puis on a une nouvelle promo qui arrive en septembre. Alors, qu'est-ce qui peut motiver de lancer une nouvelle école en 2020 ? Ah, c'est une bonne question. Si j'avais su à quel point c'était compliqué, je me serais peut-être reposé la question. Mais en fait, moi, je viens pas du monde de l'enseignement du tout, je viens du monde des startups et du logiciel. Et j'étais frustré de voir à quel point les jeunes diplômés qui arrivent sur le marché sont pas très efficaces et savent des choses qui sont pas forcément pertinentes et ne savent pas certaines choses qu'ils auraient besoin de savoir. Donc voilà, je suis vraiment parti de la fin, quoi. Je me suis dit, aujourd'hui, les besoins des grands éditeurs de logiciels, hein, en gros les GAFAM, hein, Google, Apple, Microsoft et compagnie, qu'est-ce qu'ils recherchent chez un développeur et comment on peut mieux former les gens à la création de logiciels. Alors, c'est pas forcément évident. Alors, c'est un constat que tu fais, mais qui est vrai pour beaucoup de domaines, et pas seulement l'ingénierie logicielle. L'école partait du postulat, en fait, de donner des connaissances sans forcément faire un spécialiste dans un domaine particulier ou sur une technologie particulière. L'idée étant que le marché change, le marché bouge, et que donc avoir un bagage de connaissances était peut-être ce qu'il leur fallait. Alors, pourquoi ton postulat de départ est différent de celui-là ? Alors, je sais pas si mon postulat est différent parce que je suis d'accord avec ça. Nous, on forme des hyper généralistes parce que justement, on veut pas les spécialiser trop tôt et on veut qu'en cas de rupture technologique, ils soient capables de transposer et de prendre des choses d'un domaine et de l'appliquer à un autre domaine. Donc, je suis d'accord avec cette formulation-là de la transmission du savoir, mais le problème, c'est que souvent, c'est assez figé et on reproduit d'une année sur l'autre des choses. Et ça, en informatique, c'est pas possible parce que tout bouge très vite. Donc, nous, on aime bien dire qu'on prépare, qu'on forme à des métiers qui n'existent pas encore. Donc on essaye de se projeter, on ne sait pas les prédire, ces métiers, mais on sait fournir une base suffisamment solide pour que ce soit adaptable et transposable à des situations qui changent rapidement. Dans ce cas, qu'est-ce qui diffère dans tes méthodes d'enseignement par rapport à une école plus classique ? Bah, il y a beaucoup de choses qui diffèrent, c'est pas une volonté d'être original pour le plaisir d'être original, c'est que vraiment, comme je disais tout à l'heure, on est parti de la fin, et donc on arrive à un résultat assez différent. On a vraiment en point de mire le profil des développeurs qu'on veut avoir à la fin du cursus. Donc une des premières décisions, peut-être une des meilleures décisions, une des premières décisions, ça a été de faire tout en anglais. C'est-à-dire l'anglais, c'est non négociable, c'est la langue de l'informatique. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut bien parler en anglais en arrivant, ça veut dire qu'ils seront bilingues à la fin. Donc on accepte des élèves, y compris débutants en anglais, mais on fait tout en anglais. Donc au lieu d'être comme au lycée, 35 dans une classe et de faire 2 heures d'anglais par semaine, et ça veut dire qu'à la fin de l'année, s'ils se sont bien débrouillés ou mal débrouillés, ils ont parlé 10 minutes.
Bah, nous, ils sont pas dans cette configuration-là. Ils savent que tout se fait en anglais. Donc, ils ont une journée par semaine de cours d'anglais vraiment. Mais par ailleurs, tout le reste, le développement logiciel, les soft skills, on y reviendra, tout se fait en anglais. Et donc, au lieu de mettre cette énergie dans le fait d'esquiver et d'en faire le moins possible, ben, ils mettent l'énergie dans le fait d'apprendre. Donc voilà, l'anglais, c'est une différence. Enfin, voilà, clairement, le fait qu'on fasse tout en anglais, c'est un parti pris. Autre différence, on consacre une journée par semaine aux soft skills, donc toutes les matières non techniques. Alors, les matières techniques, ça se périme assez vite, et c'est finalement le moins bon investissement qu'on puisse faire. À l'inverse, les soft skills, c'est des choses qui vont durer toute la vie, qui vont servir aussi bien dans la vie privée que dans la vie professionnelle, et c'est ce qui manque cruellement au lycée notamment. Soft skills, alors désolé, j'ai pas d'équivalent français, mais c'est les matières transversales ou les matières non techniques ou les savoirs fondamentaux, enfin je sais pas comment on peut appeler ça. En tout cas, c'est tout le reste. Voilà, donc c'est la communication, bien savoir s'exprimer à l'oral, à l'écrit, être curieux, avoir confiance en soi. Nous, on fait des choses très très variées en soft skills. On fait du théâtre d'improvisation, on a fait du secourisme. Est-ce qu'un développeur qui a fait du secourisme, c'est un meilleur développeur? Bah oui, parce que si son camarade de bureau fait une crise cardiaque, il saura comment réagir. Voilà, on a fait de la motion capture avec une cascadeuse. Enfin, c'est extrêmement varié, mais c'est tout ce qui concerne, alors notamment la première année, tout ce qui concerne prendre confiance en soi, oser, parce que l'école, ça formate et ça habitue à se conformer. Notre première prof américaine qui était là le deuxième jour, le lendemain de la rentrée, je lui ai demandé comment ça se passait à la pause. Elle me dit, oh, they're so very French. D'accord, mais qu'est-ce que tu veux dire? Bah, ils sont sages, ils écoutent, ils sont à leur table, ils font pas de bruit, surtout ils participent pas, surtout ils prennent pas de risques, ils essayent pas de risque de se tromper ou de dire une bêtise et que les autres se moquent d'eux, etc. Donc les soft skills, la première année, ça va beaucoup être la confiance en soi, oser, se lancer, et puis ça va être aussi apprendre à se connaître, parce qu'à cet âge-là, ben, on se connaît pas trop et donc on sait pas ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, de quoi on a envie. Donc on travaille beaucoup sur la motivation intrinsèque, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc apprendre à se connaître, c'est important. Et puis bah, la communication. Enfin, on voit à quel point les nouveaux lycéens stressent avec le grand oral. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la vie est un grand oral. Donc tous les jours dans leur carrière, ce sera un grand oral et ils auront besoin de convaincre, de présenter des choses, de communiquer. Voilà. Donc nous, on fait une journée par semaine de soft skills, toutes ces matières non techniques qui sont indispensables dans le monde de l'entreprise et dans enfin, même la vie en général, et qui ne sont pas du tout enseignées ailleurs ou pas du tout enseignées au lycée. Tu as soulevé un point qui m'intéresse, que j'aimerais un tout petit peu approfondir. Tu as des professeurs américains, entre autres, évidemment, et qui t'a fait remarquer que culturellement, en fait, les Français sont pas comme les Américains. On a une autre culture, on est peut-être moins audacieux, on prend peut-être pas la parole, on n'a pas la culture de l'échec. Sur ces points-là, justement, qui pourraient être aussi des plus dans le monde de l'entreprise, est-ce que il y a quelque chose qui se passe? Est-ce que justement ces professeurs que vous faites venir de loin sont là aussi pour donner un background culturel aux gens ou pas du tout? Alors très clairement, nous, on forme au télétravail et on considère qu'on est dans un domaine absolument mondialisé. Et donc les élèves, ils vont travailler avec des gens de toute nationalité, venant de partout, donc y compris les intervenants, hein. On essaye de choisir les intervenants les plus pointus dans leur domaine, donc ils viennent de partout. On a eu un Brésilien, on a eu un Palestinien, enfin, c'est très très varié. Et les différences culturelles que tu décris entre les Français et les Américains, bah, elles existent entre toutes les nationalités. Alors c'est pas toujours les mêmes, c'est pas toujours proportionnel à la distance géographique, hein. J'ai vécu longtemps en Angleterre. Il y a un fossé culturel entre la France et l'Angleterre, pourtant il y a que 300 km. Mais c'est très important dans une économie mondialisée de comprendre ces différences culturelles et de comprendre comment fonctionnent les autres pour réussir à travailler avec des gens de cultures très différentes. Et dans l'enseignement qu'on fait du télétravail, oui, l'anglais évidemment, mais la langue c'est presque le plus facile. Les vraies différences, elles sont culturelles, elles sont pas linguistiques. Et puis surtout, quand on n'est pas dans la même pièce, bah, c'est plus facile d'avoir un malentendu ou de de pas se comprendre si justement on fait pas très attention à ces différences culturelles. Un Américain, pour un retour d'expérience négatif, il va en donner 3 positifs parce que c'est comme ça, il faut emballer de choses positives les critiques, même constructives. Un Français, il va critiquer, enfin, il va donner du feedback, enfin, pardon,
retour d'expérience de façon très directe, sans se poser de questions. Quelqu'un qui habite en Hollande, il va être encore plus négatif, encore plus direct, et ça pose aucun problème. Donc chaque culture a une relation différente au groupe, à la hiérarchie, à la façon d'être transparent ou pas, etc., etc. Et ça, c'est super important de le comprendre parce que sinon, on a d'énormes difficultés à travailler avec des gens d'autres cultures, quelle que soit l'autre culture d'ailleurs, hein, parce que en fait, ils mettent pas le curseur au même endroit, mais à part travailler avec des gens qui viennent vraiment du même pays que soi, le curseur, il est toujours différent et c'est important d'en avoir conscience. D'accord, c'est un bon point pour la diversité, parce qu'en fait, on travaille dans un monde globalisé. Aujourd'hui, on va pas, surtout quand on est un développeur, se dire qu'on va faire sa carrière en France et toute sa vie en France qu'avec des collègues français, par exemple. Bah, c'est très restrictif, hein, c'est-à-dire qu'il y a 4% des logiciels qui sont développés en France. Donc, si on se limite aux Français et à la France, ben, on fait moins de choses. Donc, nous, on les forme en anglais et au télétravail. Alors, le télétravail, ça ne nous est pas tombé dessus avec le Covid, hein, ça fait partie vraiment du projet de l'école depuis le début. Donc, il y a plusieurs années qu'on a mis ça au cœur de l'enseignement. On considère que le télétravail, ça s'apprend. Et paradoxalement, pour bien apprendre le télétravail, il faut être dans la même pièce. Donc nous, on fait tout sur place. Les profs et les élèves sont sur place dans la même pièce, mais ils apprennent les codes du télétravail, ils apprennent les réflexes, ils apprennent les outils. Et ça, plus tard, bah, c'est un atout indéniable, c'est une corde de plus à leur arc. Ils ne sont pas obligés de télétravailler, ils ne sont pas obligés d'être impliqués dans des projets qui se passent à l'autre bout du monde, mais ils savent le faire, ils savent comment ça marche. Donc ça, c'est une ouverture sur le monde qui est indispensable. Et puis, le logiciel permet ça. Le logiciel permet de développer. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de télétravail. Enfin, pendant 10 ans, j'ai fait exclusivement du télétravail. J'avais des clients dans 40 pays. Je les ai pas tous rencontrés en vrai. Enfin, la grande majorité, je les ai jamais rencontrés. Mais c'est important d'être conscient de ces différences. Il y a pas que les différences il n'y a pas que les décalages horaires, il y a pas, enfin voilà, il y a tous les aspects culturels, ils sont très intéressants et puis très importants. Enfin, je me souviens de la première fois que j'ai animé une formation en Inde. On m'avait prévenu, les Indiens, quand ils sont d'accord et qu'ils écoutent, ils font un genre de 8 avec la tête, qui ressemble un peu à un nom dans notre langage du corps à nous. Et donc je savais, hein, je savais pertinemment ce que ça voulait dire, mais on ne peut pas s'empêcher de réagir. C'est-à-dire, plus j'expliquais, plus ils étaient d'accord, plus ils étaient d'accord, plus ils faisaient un petit geste avec la tête, et plus ils faisaient ça, plus inconsciemment j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas d'accord, donc plus je réexpliquais, etc., etc., et ça peut durer longtemps. Et pourtant je le savais. Donc quand il y a des différences culturelles qu'on ne maîtrise pas, les malentendus arrivent très très vite. J'imagine. Il y a un point que tu as dit qui était intéressant, c'est que tu as parlé d'intervenants. Alors, est-ce que tu as des professeurs ou des intervenants dans ton école? Alors, nous, on dit qu'on a des mentors, on a des professionnels du logiciel qui viennent à tour de rôle, notamment en début de projet. Donc, on essaye de les faire venir même quand ils viennent de loin. Alors, c'est pas terrible pour l'empreinte carbone, on y travaille. Et puis, c'est compliqué en période Covid, mais on a réussi quand même. L'intérêt, c'est qu'ils viennent parler de choses qu'ils ont fait la veille. Enfin, ils sont très, très à jour parce que bah, c'est leur quotidien. Et puis, ils peuvent aussi expliquer dans un contexte. C'est-à-dire souvent, ils donnent des anecdotes sur leur carrière, sur la façon dont ça se passe dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Et ça, c'est super intéressant pour les élèves parce que bah, souvent, les élèves ont une vision assez vague du monde de l'entreprise et de comment ça fonctionne. Et d'avoir des anecdotes, des choses ancrées vraiment dans la réalité, bah, c'est beaucoup plus convaincant, beaucoup plus plaisant que juste des choses qu'on a lues dans un livre, quoi. Le problème du professorat dans une grande école, c'est qu'un professeur est professeur et va rester professeur pendant 10, 20, 30, 40 ans. Comment tu résous ce problème? Bah, nous, justement, enfin, on a aucun prof salarié. Et donc, nos intervenants sont tous salariés d'une entreprise de logiciels et ils viennent très ponctuellement faire de la formation, mais c'est ultra marginal dans leur activité. Donc, ils font ça parce que ça leur plaît, parce que c'est intéressant. Certains prennent même des vacances pour venir enseigner ici. Donc, c'est pour dire à quel point ils sont motivés. Mais ça risque pas de dénaturer leur façon de travailler. Enfin, il y a pas de risque à ce qu'ils réutilisent le même cours d'une année sur l'autre parce que c'est pas leur métier de donner des cours. Donc, le risque d'être professeur à plein temps, c'est déjà d'avoir jamais connu l'entreprise, ça arrive aussi, voire de l'avoir connu mais d'être déconnecté, enfin d'avoir pris ses distances avec le monde de l'entreprise, et puis d'être un peu en boucle, un peu en vase clos et de ressortir les mêmes cours d'une année sur l'autre. L'enseignement classique, enfin l'école, la définition de l'école,
c'est un peu la transmission du savoir d'une génération à l'autre. Donc par définition, on répète et on ne change pas, quoi. Donc il y a des matières où ça va à peu près, enfin les maths ça évolue pas très vite, mais en informatique il y a des frameworks web qui ont une durée de vie plus courte qu'un pack de lait, donc on peut pas redire la même chose d'une année sur l'autre, c'est pas possible. D'un autre côté, des personnes qui sont spécifiques à un domaine de compétences le sont pas dans le domaine de l'enseignement. Ce que tu dis est super important parce qu'effectivement, la pédagogie, c'est pas inné. En France, on a cru longtemps que la pédagogie, ça s'apprenait pas. Nous, on considère que oui, c'est pas parce qu'on est très bon techniquement dans un domaine qu'on sait bien expliquer. Donc, on travaille aussi beaucoup avec nos intervenants pour avoir un fil conducteur, pour harmoniser les interventions, les formats, les supports, et puis s'assurer qu'ils maîtrisent suffisamment le sujet pour être capable d'expliquer à des audiences très très variées, à des débutants, à des gens un peu plus expérimentés. Et généralement, c'est le cas. C'est-à-dire que quand on prend des intervenants extrêmement pointus, ils sont suffisamment bons dans leur domaine pour que le fait d'expliquer leur vienne très naturellement. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que pour avoir bien compris quelque chose, faut savoir l'expliquer. C'est-à-dire que c'est un critère de compréhension et c'est aussi une façon de comprendre. Donc une des meilleures façons de comprendre quelque chose, c'est d'essayer de l'expliquer à quelqu'un d'autre. Et souvent, c'est là qu'on se rend compte qu'on a une compréhension un peu parcellaire ou superficielle et qu'il faut recreuser le sujet. Donc des intervenants qui sont très très pointus dans leur domaine, généralement, c'est aussi des grands communicants et c'est des gens qui ont beaucoup de facilité à vulgariser, à expliquer ce qu'ils font, quel que soit le niveau de compétence en face. Mais on est vigilant là-dessus. Effectivement, c'est pas parce qu'on maîtrise un sujet qu'on est pédagogue. Explique-moi comment tu établis ton catalogue de hard skills, parce que j'imagine que si tu veux parler d'un framework JS, par exemple, il va te falloir un intervenant pointu dans ce domaine. Chose qui est pas forcément facile à trouver. Et donc, est-ce que les cours qui vont être proposés vont dépendre du background des intervenants, ou alors est-ce que tu choisis des intervenants spécifiquement par rapport au sujet que tu veux traiter? Bon, déjà, moi, j'ai un réseau assez étendu. Enfin, ça fait 30 ans que je fais du développement logiciel, donc je connais pas mal de gens, et puis eux-mêmes connaissent des gens. Enfin, donc de proche en proche, on arrive quand même à trouver du monde. Effectivement, en informatique, tout le monde est archi débordé et il y a une pénurie chronique et mondiale. Donc, c'est compliqué de trouver de la disponibilité auprès de ces gens-là. Donc, c'est un peu notre défi. À côté de ça, on ne fait pas le programme en fonction des intervenants qu'on a sous la main. Donc, comme je te disais, on est parti de la fin. Donc, moi, j'ai commencé par rédiger tout ce qu'il fallait savoir aujourd'hui en informatique, enfin en développement logiciel, selon moi. Et j'ai regardé après dans combien de temps ça tenait et j'ai vu que ça tenait difficilement dans 5 ans. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé de faire un bac plus 5. On s'est pas dit, tiens, on fait un bac plus 5, qu'est-ce qu'on met dedans? Donc, déjà, on est parti du contenu. Et je voulais que ce contenu soit très très large et puisse couvrir à peu près tous les environnements techniques des objets connectés où on a vraiment peu de ressources et c'est très contraint, jusqu'au cloud où on a la puissance de calcul, enfin une puissance de calcul illimitée, sauf qu'on paye ce qu'on consomme. Donc si on en consomme 2 fois moins, c'est 2 fois mieux, quoi. Donc c'est les deux extrêmes. Puis à côté de ça, on a des environnements comme le web ou le smartphone où il y a d'autres contraintes. Donc ça nous paraissait essentiel de surtout pas les spécialiser trop tôt. Et par contre, on a une ligne éditoriale, c'est-à-dire que on doit décider à leur place de ce qu'ils vont ne pas apprendre. C'est-à-dire la plus grosse difficulté, c'est de décider sur quoi faire l'impasse. Il se trouve qu'on est dans une industrie extrêmement immature. Depuis 1945, donc le premier ordinateur, le nombre de développeurs, donc les gens qui créent des logiciels, double tous les 5 ans. Donc ça fait une courbe qui est littéralement exponentielle, donc presque verticale là sur la fin. Et malgré tout, il n'y en a jamais assez, mais c'est pas le sujet. Le truc, c'est que si tu prends le problème dans l'autre sens, parce que ça double tous les 5 ans, à n'importe quel moment de l'histoire de l'informatique, la moitié des développeurs ont moins de 5 ans d'expérience. Donc on est dans une industrie totalement immature, où les développeurs expérimentés sont noyés par les nouveaux arrivants, enfin dilués, et on réinvente la roue en permanence. Donc il y a énormément de technologies qui sont nouvelles, mais qui n'apportent rien par rapport à ce qui existait avant. Elles sont juste nouvelles parce qu'elles ont été créées par des gens qui ne connaissaient pas ce qui existait avant. Et donc, en tant que développeur, le risque, c'est de vouloir tout apprendre et de se noyer littéralement dans cet afflux de nouveautés permanents. Et donc, nous, on les éduque sur
comment faire des impasses, comment décider si ça vaut le coup d'investir ou pas dans une technologie ou s'il faut la laisser passer et passer à la suivante. Et au début, ils sont évidemment pas capables de faire ça. Donc nous, on a un vrai rôle de tri. Je vais te donner un exemple très concret. Des langages de programmation couramment utilisés, il doit y en avoir 300. On en enseigne 12. Mais on les a bien choisis parce que les langages de programmation, c'est un peu comme les langages humains. C'est-à-dire que si tu as fait de l'italien, apprendre le français, c'est pas trop dur, mais ça va pas t'aider pour le japonais. Donc on choisit un langage par famille, de telle sorte que ils auront fait du C# ici. Si on leur demande du Java, ils prendront le bouquin puis ils se débrouilleront. Parce que c'est les mêmes concepts, il y a des différences de syntaxe, etc. Ça se gère. Donc on essaye de leur apprendre à apprendre, de les rendre le plus autonomes possible et de leur inculquer tout de suite l'idée qu'ils vont devoir apprendre toute leur vie. D'ailleurs, on a un mécanisme où ils reviennent à l'école, une fois qu'ils sont en poste, ils reviennent 15 jours par an à l'école pour une piqûre de rappel. On n'en est pas là, puisque ils seront en poste dans 3-4 ans, les premiers, mais voilà, l'idée c'est vraiment d'apprendre en continu toute sa vie et d'avoir ce réflexe-là d'aller toujours décider de ce qui est important d'apprendre ou de laisser passer certaines technos pour ne pas s'épuiser tout en restant complètement à jour, quoi. Il y a une question que je me pose en t'écoutant. Tu dis que tu es parti de la fin et que tu as établi ce qu'un ingénieur software aujourd'hui devait connaître pour s'en sortir dans 5 ans. Alors ça me paraît déjà être un gros challenge de pouvoir le définir. Si je regarde le paysage, par exemple, je vais me dire, aujourd'hui, ça pourrait être intéressant de se consacrer à l'intelligence artificielle, à l'IoT, au Edge, et dans les langages de programmation. Bon, il y a des tendances, mais par exemple, il y a des langages de programmation qui sont pas très vieux, Deno, Rust, Go est pas encore trop vieux. Comment est-ce que tu peux être sûr que ce que tu vas leur apporter sera pas périmé dans 5 ans? Outre le fait que tu apprends justement des langages un peu de chaque famille, mais il peut y en avoir des nouveaux qui se créent, il peut y avoir des nouveaux standards qui émergent. Comment tu as réussi à résoudre ton équation? Parce qu'en fait, l'enjeu, c'est de leur apprendre à apprendre. C'est pas tellement ce qu'on leur apprend maintenant. Évidemment qu'il y a des choses qu'ils vont apprendre aujourd'hui qui seront complètement obsolètes et inutiles dans 5 ans, mais ça fait partie du jeu et c'est impossible de prédire l'avenir. Enfin, c'est bien malin celui qui sait dire maintenant ce qui se passera dans plusieurs années, au rythme où vont les choses dans la technologie. Je parle même pas des crises sanitaires et des choses qu'on peut absolument pas voir venir. Donc, bien sûr qu'on ne sait pas leur dire ce sur quoi ils doivent se concentrer et on ne sait pas leur garantir que c'est de ça dont ils auront besoin. Mais par contre, on a un panel suffisamment large pour qu'ils sachent transposer des choses et recycler des choses. Et toi, le danger, ce serait justement de faire que des choses très récentes. Sauf que par définition, les choses récentes, ça a une obsolescence rapide. Nous, on fait beaucoup de choses anciennes, voire considérées ringardes par d'autres écoles. On fait de l'assembleur, on fait beaucoup d'algorithmie, on fait des choses qui ont été inventées dans les années 50, 60, 70 et qui sont toujours d'actualité malgré de la recherche active. Et ça, c'est une garantie que on est sur des sujets à obsolescence lente. Donc, quand on a un mix comme ça alors on fait du Rust, on fait du Go, bon, on fait pas du Deno parce que intrinsèquement c'est du JavaScript, mais voilà, on fait des choses très récentes, on fait des choses très anciennes, et c'est ce grand écart qui va leur permettre de se raccrocher aux branches quand les choses vont changer brutalement. Enfin, quand on parle de rupture technologique, c'est des choses qui vont très très vite. Et le pire qu'on puisse faire, c'est de dire on va faire de vous des spécialistes des applications smartphone. Non, parce que peut-être que dans 5 ans, le smartphone, ça n'aura plus aucun intérêt. Enfin, et donc, on est beaucoup plus large, on est beaucoup plus généraliste, mais en fait, dans un monde qui bouge très vite, c'est les généralistes qui s'en sortent parce que d'être spécialiste, ça force à connaître trop un sujet au détriment des autres, et c'est beaucoup moins transposable dès que l'environnement change. Parle-moi d'une semaine type d'un étudiant chez toi. Alors une semaine type, c'est 2 jours de développement de projet. Donc ils font à peu près 6 projets par an, par groupe de 5, en télétravail. Donc c'est des vrais projets commandés par des entreprises, mais qui se font au sein de l'école, et l'entreprise peut être n'importe où dans le monde. Donc déjà, ils travaillent sur des vrais projets, avec toute la complexité que ça implique. Le client peut ne pas être super clair dans ses attentes, il peut être en retard pour fournir certains documents, etc., etc. Mais c'est la réalité. Donc ils apprennent dans des conditions totalement réelles. Ils sont par groupe de 5, et puis ce qu'on fait, c'est qu'à chaque vacances scolaires, donc toutes les 6 semaines à peu près,
on change tout, donc on change d'équipe, on change de techno, donc ils n'ont pas le temps de s'habituer. Donc à la fin, tout le monde a travaillé avec tout le monde et puis sur plein de plein de technos différentes. Et puis surtout, on leur demande au cours de la première année de réfléchir à leur défi dingue. Donc leur défi dingue, c'est quoi? C'est un projet qui va s'étaler sur toute leur scolarité, donc qui va mettre 4-5 ans à être réalisé, qui paraît ultra ambitieux. Enfin, au début, ils s'imaginent qu'ils n'en seront pas capables, mais c'est eux qui le choisissent et donc ils s'en donnent les moyens. Donc dans les défis dingues, on en a un qui fait un exosquelette, on en a un qui fait des constellations de drones, on en a un qui fait un casque pour piloter un jeu vidéo par la pensée. On en a une qui invente un langage de programmation. Une autre qui veut faire un outil pédagogique pour prépa médecine. Enfin voilà, on a des choses très variées, très ambitieuses. Et nous, notre rôle, c'est de leur créer des étapes intermédiaires, donc des projets intermédiaires, pour les orienter vers ce défi dingue, éventuellement de les mettre en relation avec d'autres compétences. Donc, quand on fait un exosquelette, ben, il y a des contraintes mécaniques. Nous, on n'est pas ingénieur en mécanique. Donc, on va s'appuyer sur des gens qui ont l'expertise, d'autres écoles, des bureaux d'études, des entreprises, peu importe. Et comme ça, ils vont se fabriquer un parcours à la carte. C'est-à-dire que on est beaucoup plus motivé quand on fait quelque chose parce qu'on l'a décidé et qu'on a envie de le faire que quand on le fait parce que c'est au programme ou parce qu'on a peur d'avoir une mauvaise note, quoi. Donc ils vont se créer un parcours sur mesure, sachant qu'on a développé une application qui gère toute la scolarité avec un système de points. On n'a pas de notes, on a des points. Et donc ils auront leur diplôme quand ils auront leurs 50 000 points. Et donc les 50 000 points, ça correspond à 50 compétences essentielles. Je crois qu'il y en a 7 en anglais, il y en a 12 en soft skills, et puis le reste c'est des matières techniques. Et au fur et à mesure de leur progrès, ils vont capitaliser des points, et puis ils vont choisir des parcours différents d'un élève à l'autre. Ils vont aussi aller à des rythmes différents. Donc c'est en 50 000 points, c'est pas nécessairement en 5 ans, c'est calibré pour 5 ans, mais c'est tout à fait faisable en 4 ans et demi, voire 4 ans, voire 3 ans et demi. Enfin voilà, chacun gère son effort et choisit son parcours. L'idée, c'est qu'à la fin, ils ont presque tous fait la même chose, mais dans des sens très différents, parce que ça les motivait plus de faire dans cet ordre-là que de faire dans un ordre imposé, quoi. Aujourd'hui, quand j'imagine un développeur, je le vois souvent participer à beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de développeurs qui travaillent pour une entreprise, mais qui, à côté, contribuent à l'open source, ou des développeurs qui sont des entrepreneurs, des start-upers qui deviennent ensuite des CEO et des choses comme ça. C'est quoi aujourd'hui la réalité d'un développeur tel que tu la vois toi? Ça devrait être quoi, en tout cas? Bah, c'est effectivement tout ça. L'open source, c'est absolument essentiel, c'est-à-dire cette capacité à travailler dans un bocal de verre, hein, c'est-à-dire à travailler de façon totalement transparente et de ne pas avoir peur du fait que les autres vont voir ce qu'on est en train de faire presque en temps réel. Nous, on insiste beaucoup sur la e-réputation, c'est-à-dire que le premier jour, quand ils arrivent, on a un photographe professionnel qui est là, qui leur fait des photos qui vont servir pour leur profil type LinkedIn ou Stack Overflow ou GitHub, ou voilà. Et on les invite très tôt à contribuer à des projets open source ou à répondre à des questions sur Stack Overflow pour se créer une e-réputation en leur disant que un recruteur, il ne va pas les trouver par rapport à un CV. Dans un CV, on déclare ce qu'on sait faire. Quand on contribue à des projets open source, on montre ce qu'on sait faire. Et donc l'open source, c'est magique en termes d'apprentissage parce que c'est une façon de créer une émulation entre tout un tas de développeurs très compétents et puis d'apprendre beaucoup de l'exemple et en regardant ce qui se fait ailleurs, tout en contribuant et tout en laissant des traces qui seront visibles plus tard et qui seront appréciées par leurs futurs employeurs, quoi. L'open source, c'est essentiel. L'entrepreneuriat, c'est des choses qu'on voit plus tard dans les soft skills, et plutôt vers la fin, mais je ne serais pas surpris que 10-15% de nos élèves créent leur entreprise rapidement après leurs études, et puis qu'ils embauchent peut-être leurs petits camarades. Voilà, on participe aussi à des startup week-ends, des hackathons, des différents événements autour de la création d'entreprise. Avec mon associé Natacha, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés en organisant des startup week-ends. Voilà, on croit beaucoup à tout ça, mais on essaye de faire quand même les choses dans l'ordre. C'est-à-dire, ça sert à rien de les assommer avec les statuts juridiques de la SAS la première année, hein. On va travailler sur d'autres sujets, mais progressivement au cours du cursus, on va les initier à l'entrepreneuriat avec tous les tenants et les aboutissants, que ce soit
propriété industrielle, que ce soit juridique, prise de risque, recrutement, etc., etc., quoi. Si je te pose la question, c'est vraiment par rapport à ton défi dingue. Je me mets dans la position d'un élève qui suit ce parcours et qui a fait un défi dingue et le but du défi dingue, c'est presque quelque chose qu'on considère comme étant irréalisable. Si à la fin de mon parcours, j'ai réalisé ce défi dingue, je vais me dire que, dans ce cas, j'ai de quoi me lancer d'autres défis dingues. J'imagine que dans la mesure où j'ai pris cette confiance en moi de savoir que je peux réaliser des choses comme celle-là, je vais difficilement me projeter dans la vie d'un employé de bureau qui travaille pour une boîte X, Y ou Z. Ouais, alors il y a management et management, hein. Toutes les boîtes sont pas comme ça. Enfin, je veux dire, créer son entreprise et être entrepreneur, c'est pas, ça convient pas à tout le monde. Moi, je trouve ça passionnant, mais je comprends aussi qu'on puisse aimer d'autres choses. Il y a aussi des entreprises qui ont un style de management où elles donnent beaucoup d'autonomie à leurs salariés. Enfin, chez Netflix, par exemple, chaque employé peut prendre autant de vacances qu'il veut, peut dépenser autant d'argent qu'il veut, etc., etc. Il a aucune demande préalable d'autorisation. Simplement, il faut que ce soit fait dans le meilleur intérêt de Netflix. Donc, ils appellent ça talent density. Le but, c'est d'avoir le moins de monde possible, les plus compétents possibles et les mieux payés possibles. Donc, ils ultra responsabilisent leurs salariés. Et donc, je pense que de travailler chez Netflix, c'est un peu comme d'être chef d'entreprise, sauf qu'on est dans une plus grosse structure et qu'on a plein de collègues. Donc, il y a vraiment tous les. Enfin, on peut mettre le curseur à plein d'endroits différents, mais très clairement, vu la pénurie de talents dans notre domaine et vu les grands employeurs du secteur, ces gens-là font pas dans le micromanagement. Enfin, quand on travaille chez Google, qu'on a été embauché chez Google, c'est déjà qu'on est très très bon. C'est pas pour qu'après il y a un petit chef qui vienne nous dire toutes les 5 minutes ce qu'il faut faire. Donc, je pense qu'ils peuvent s'épanouir dans des entreprises, même en étant salariés, à condition que ce soit des entreprises modernes et qu'il y ait une vision du management qui soit un peu à jour, quoi, hein. Mais très clairement, ils auront l'embarras du choix. Donc, pourquoi est-ce qu'ils iraient s'enterrer dans un environnement qui leur convient pas? Enfin, en tant que développeur, il y a une telle pénurie que on choisit sur quelle techno on a envie de bosser, dans quel secteur on a envie de bosser, pour quel employeur on a envie de bosser, où est-ce qu'on veut bosser géographiquement. Voilà. Donc, si avec tout ça, ils n'arrivent pas à trouver leur bonheur, c'est quand même problématique. Bon, après, c'est vrai que dans le cadre de l'entreprise, on voit émerger des fois des projets qui viennent d'une entreprise parce que les développeurs sont engagés pour l'entreprise. Je pense à Envoy, je pense aussi à React. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent émerger aussi de grands groupes qui laissent de l'autonomie aux développeurs. C'est quelque chose que tu recherches. Si tu me parles justement du profil des candidats qui viennent postuler et comment tu les choisis, si tu les choisis. Alors on les choisit, oui, oui, on est très très sélectif à l'entrée, alors pas sur des critères scolaires, puisqu'en fait notre outil de recrutement c'est essentiellement un jeu vidéo qu'on a développé. Donc la première étape c'est que les candidats jouent au jeu vidéo et après nous on analyse les résultats, en partie d'ailleurs avec de l'intelligence artificielle, et on en tire des profils et on détecte en fait des aptitudes à la programmation, sans aucun prérequis, sans aucune connaissance préalable. Donc des gens qui ne savaient pas du tout qu'ils étaient doués pour la programmation se découvrent doués pour la programmation à travers ce jeu. Donc ça, c'est la première étape. Et puis après, on fait beaucoup d'entretiens de motivation. Donc on les voit plusieurs fois, alors avec leurs parents, sans leurs parents, enfin, etc. Parce que à 17 ans, on est quand même 18 ans, on est quand même très très influencé par ses parents. Et c'est pas les mêmes messages qui font mouche chez les élèves et chez les parents. C'est-à-dire que ils attendent pas forcément la même chose. Donc on a un peu deux publics. Enfin, on a trois publics. On a l'élève de maintenant, l'élève de dans 5 ans et le parent. Donc c'est pas toujours simple d'envoyer les bons messages parce que tout le monde n'est pas réceptif à la même chose. Mais c'est très important qu'on ait beaucoup de diversité dans nos recrutements. Ça crée une émulation, enfin on le voit, quoi. Donc on a des parcours assez variés. La plupart sont bacheliers, mais on a quelques-uns qui sont déjà bac+2, bac+3, voire certains qui sont en reconversion, qui ont déjà travaillé quelques années. Donc on a des profils variés, on a majoritairement des bacs scientifiques, mais pas que. On a des gens qui ont fait des langues ou des lettres, et ça c'est super intéressant. On avait pour objectif la parité homme-femme dès l'ouverture, on n'a pas du tout réussi. Alors en partie parce que le Covid est venu perturber
nos stratégies de recrutement. On n'a notamment pas eu accès aux établissements scolaires et c'est ça qui marche le mieux, hein, c'est d'aller expliquer ce qu'on fait et puis initier à la programmation, etc. Bon, on espère que ça va rentrer dans l'ordre, mais c'est super important pour nous qu'ils soient là pour les bonnes raisons. Et très clairement, nos élèves ont compris nos spécificités et ils ont compris qu'ils ne trouvaient pas ça ailleurs et ils savent pourquoi ils sont là. Et c'est des ambassadeurs formidables, quoi. Enfin, ils parlent de l'école très volontiers. Ils ont pris des initiatives, ils ont créé un BDE, un bureau des élèves dès la première année. Enfin, voilà, alors que bon, ils sont 17, hein, c'est pas non plus une organisation extraordinaire, mais voilà, c'est important qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent à leur place, qu'ils s'épanouissent. Et on travaille beaucoup sur la motivation intrinsèque. Et la motivation intrinsèque, c'est de l'autonomie, de la maîtrise et du sens, quoi. Donc il faut qu'ils trouvent tout ça dans l'environnement de l'école. C'est un sacré défi que tu t'es lancé, créer une école. Et moi, la crainte que j'aurais, enfin c'est pas une crainte, mais c'est l'angoisse en tout cas que j'aurais, c'est que au début, il te faut ta première classe, sans que tu aies encore sorti aucun élève, aucune promotion de ton école. Il faut trouver ces premiers élèves qui auront confiance dans ton école. Il faut savoir à qui s'adresser, aller trouver les bonnes personnes. C'est un challenge justement. Comment est-ce que tu arrives à tacler ce challenge-là? Comment tu t'es dit je vais me lancer et puis j'établis un cursus qui va donner un bac plus 5 et puis il va me falloir ma première promotion. Et comment tu as attiré ces premiers élèves? Comment tu les as rassurés? Parce que je comprends qu'ils puissent être inquiets de se dire on est les premiers élèves de l'école. Alors moi, j'ai monté, je sais pas, 4 ou 5 startups de technologie, et quand tu fais de la technologie, c'est exactement l'inverse, quoi. C'est-à-dire que tu bosses pendant 5 ans, et au bout de 5 ans, tu sais si ça marche ou si ça marche pas, quoi. Donc il y a un risque énorme qui est surpondéré sur la fin. Là, une école, c'est le contraire, quoi. C'est-à-dire que tout est très compliqué au début, mais plus ça va, plus c'est simple. Alors en plus, on a poussé le bouchon jusqu'à démarrer l'année du Covid, donc en termes de complexité, là, on pouvait pas faire mieux. Et donc, ce qui me rassure, c'est que je me dis que ce sera de plus en plus facile de recruter, de convaincre, etc., parce qu'on aura de plus en plus de recul. Il y a une grosse prime à l'ancienneté au cours des écoles. Enfin, toutes les règles de fonctionnement. Enfin, toi, pour être directeur d'une école, il faut avoir été directeur d'une école pendant 5 ans. C'est ça la règle. Donc, comment tu par où tu commences, quoi. Voilà. Il y a des sites d'orientation, l'UNICEP, etc., où si tu n'as pas déjà X promos sortis, tu n'as pas le droit d'être référencé. Tout est fait pour que ce soit compliqué de créer une école. D'ailleurs, ça arrive extrêmement rarement. Et quand on a des relations avec la rectrice ou avec le rectorat de la région, on voit bien qu'un établissement d'enseignement supérieur qui se crée, ça doit arriver une fois tous les 10 ans. Et clairement, nos interlocuteurs, ils font ça pour la première fois, quoi. C'est-à-dire qu'ils nous demandent de rendre des comptes, mais sur des trucs qu'ils maîtrisent pas, ou des règles qu'ils inventent au fur et à mesure, parce que très clairement, c'est pas un truc qui arrive souvent, quoi, une création d'école. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi, parce que c'est effectivement extrêmement compliqué. Donc, je sais pas comment j'arrive à rassurer ou à convaincre. Bon, il se trouve qu'on a quand même 17 élèves qui sont très très épanouis et contents d'être là, et puis qu'on aura 20 ou 25 de plus à la rentrée prochaine. Bon, c'est des petits effectifs. Nous, on a vocation à attirer des élèves qui viennent de partout en Europe. On fait tout en anglais d'une part, mais d'autre part, on ne veut pas ouvrir des campus dans toutes les villes moyennes, ce que font la plupart des écoles. Nous, on joue la concentration. On considère qu'on ne peut pas avoir le meilleur intervenant au monde si on lui demande d'être à Albi le matin, à Troyes l'après-midi et à Lens le lendemain. Donc, c'est tout le monde à Vierzon. C'est bien desservi, c'est assez central. Les Américains, ils regardent la carte, ils disent ah oui, c'est la banlieue sud de Paris. Oui, ok, il y a 200 km, hein, c'est la banlieue. Mais voilà, donc on a besoin de. Enfin, c'est un pari aussi le choix de l'emplacement géographique, mais c'est délibéré. C'était même le critère le plus important, puisque quand j'ai commencé, j'ai interviewé plein de directeurs d'écoles, notamment d'écoles d'informatique, pour comprendre, hein, venant pas du monde de l'enseignement, je voulais comprendre les enjeux. Et ils m'ont tous dit on pourrait avoir 3 fois plus d'élèves, on déménage tous les ans, on n'a jamais assez de place. Donc j'ai mis tout en haut de ma liste le foncier, c'est comme ça que j'ai trouvé Vierzon, où il y avait une friche industrielle de 18 000 mètres carrés à 30 mètres de la gare, et un bâtiment classé, magnifique, tout ça. Je dis voilà, ça c'est un endroit intéressant pour faire une école. Donc pour l'instant, c'est le bouche à oreille. Ils viennent beaucoup de la région. À terme, ils viendront de plus en plus loin.
Voilà, donc nos preuves, on les fait un peu tous les jours. Donc c'est un peu sur ma bonne foi, c'est un peu sur mon parcours, et puis c'est sur la spécificité de ce qu'on offre. On a, on a un parent une fois, il nous a dit, oui, bon, moi l'informatique, je sais pas trop si c'est un truc d'avenir, mais au moins en sortant d'ici, il parlera bien anglais. Bah, voilà, c'est une motivation comme une autre, hein. Donc, non, non, bah oui, enfin, c'est aux élèves qu'il faudrait demander pourquoi ils ont été convaincus. Alors c'est vrai que ça inquiète, hein, une école nouvelle qui démarre. Enfin, clairement, ils essuient les plâtres. En même temps, ils voient bien qu'on invente plein de choses au fur et à mesure. Ils sont contents d'être des pionniers et d'être là dès le début de l'aventure. Et puis ils sont choyés, quoi. Enfin, ils sont 17 dans 500 mètres carrés, tout est super bien équipé. Enfin, ils ont des conditions assez idéales pour démarrer. Donc, ça n'a pas que des inconvénients d'être une nouvelle école, quoi. Ils n'auront pas le même quand ils seront 500. Forcément, on ne pourra pas consacrer autant de temps à chacun individuellement. J'imagine. Est-ce que tu es attentif aux initiatives similaires qui se produisent sur le marché au niveau européen ou au niveau mondial? En France, moi je connais par exemple 42 qui a pas forcément exactement le même cursus que le tien, mais j'imagine que ce type d'école dans ce domaine spécifique a vocation à apparaître en ce moment parce que justement il y a une vraie problématique entre les personnes formées dans les écoles plus conventionnelles et ce besoin de nouvelles formes d'apprentissage pour les étudiants. Alors moi, je suis pas obsédé par la concurrence. Je passe pas mon temps à regarder ce que font les autres. Je connais évidemment 42. Je me dis que de toute façon, toutes les initiatives sont bonnes à prendre parce que les besoins sont tellement immenses et enfin, on est une goutte d'eau. Il faudra plein d'autres initiatives pour changer les choses. Enfin, c'est un peu comme quand on demande à Elon Musk s'il a peur des autres constructeurs de voitures électriques. Non, l'ennemi, c'est le constructeur de voitures thermiques, quoi. Enfin, je veux dire, plus il y a de constructeurs de voitures électriques, mieux c'est, quoi. Parce que de toute façon, il faudra beaucoup d'énergie, beaucoup d'initiatives pour changer les choses. Donc en termes de formation, c'est pareil. Moi, ce que je reproche entre guillemets à 42, c'est d'être un environnement très concurrentiel et je trouve que c'est plus un outil de sélection qu'un outil d'apprentissage. C'est-à-dire ceux qui sortent de 42, qui sont très bons, c'est en partie parce qu'ils savaient déjà avant, parce que le tri se fait un peu comme ça. Et puis tout ce qui est soft skills, c'est totalement absent de 42. Nous, on considère que c'est absolument essentiel de ne pas former des geeks qui vont être planqués derrière leur écran, mais de faire des communicants qui vont savoir traduire les contraintes de la machine dans des termes que l'utilisateur va comprendre et le besoin de l'utilisateur dans des termes que la machine va pouvoir exécuter. Donc on a une philosophie un peu différente. Je trouve ça très bien qu'il y ait d'autres expérimentations, d'autres écoles qui essayent des choses. Nous, c'est plus sur la façon d'apprendre. Enfin, notre credo, c'est vraiment apprendre à apprendre. On est quand même sidéré de voir à quel point l'enseignement, globalement, s'est figé et ça n'évolue pas, d'une part, et à quel point on ignore ce qu'on sait du fonctionnement du cerveau, quoi. C'est-à-dire que les neurosciences progressent, on comprend de mieux en mieux comment fonctionne le cerveau, et malgré tout, on enseigne comme il y a un siècle, alors qu'on sait pertinemment que le cerveau ne fonctionne pas comme ça, quoi. Donc ça, je trouve ça étonnant, d'autant plus qu'on est à une époque charnière où la machine va faire de plus en plus de choses à notre place, hein. Donc la machine s'attaque à des tâches cognitives, et c'est tant mieux. Enfin, je veux dire, ça va nous libérer du temps d'une part, et puis nous permettre de nous concentrer sur des tâches plus intéressantes. Mais quelque part, on va être en concurrence avec la machine. Donc si on veut garder une longueur d'avance, eh ben, il faut apprendre mieux, plus vite, et puis surtout prendre plaisir à apprendre toute sa vie. Enfin, moi, je vois l'apprentissage comme un loisir, quoi. Enfin, plus ça ira, plus le temps de travail sera réduit, plus on aura du temps pour faire d'autres choses, et on ne peut pas passer ses journées à regarder Netflix. Enfin, je veux dire, d'apprendre des choses, c'est très gratifiant. Ça demande des efforts, mais les efforts, ça peut être positif. Enfin, c'est quelque chose qui peut être valorisant. Donc voilà, j'essaye de trouver des clés pour que on arrête d'opposer travail et plaisir, apprentissage et jeu. Enfin voilà, tout ça peut être dans la même dynamique où on prend plaisir à apprendre tout le temps, toute sa vie, et de façon efficace et sans aller à l'encontre de millions d'années d'évolution qu'ont forgé notre cerveau, quoi. Tu évoques les neurosciences. Je veux aussi dire que les outils ont changé et quelque chose qui m'avait marqué, en tout cas quand j'avais pu recevoir la personne de 42, c'était son postulat du fait que aujourd'hui la connaissance est accessible aux gens
et que ça sert à rien d'apprendre, de stocker de l'information. L'information est accessible aujourd'hui et on peut aller la rechercher. Et plus important que stocker l'information, c'est trouver l'information. Donc aujourd'hui, on a des outils, c'est pas seulement que on peut aussi s'appuyer sur les neurosciences, bien sûr, mais aujourd'hui, c'est plus des manuels scolaires qu'on a, c'est Internet et d'autres choses comme ça. Est-ce que, dans ton approche, les outils sont différents d'une école traditionnelle? Alors avant, enfin, je vais répondre à ta question, mais je voudrais faire un commentaire là-dessus. Faut pas, enfin voilà, est-ce que parce qu'il y a des calculatrices, il faut arrêter d'apprendre à calculer? Enfin, je veux dire, le fait que toute l'information soit accessible très vite tout le temps, ça n'empêche qu'il faut savoir comment chercher, il faut savoir où chercher, il faut avoir un regard critique et vérifier ses sources, etc. Donc c'est pas si évident que ça. Et finalement, la mémorisation, elle est importante pour l'apprentissage, mais en fait, c'est surtout l'apprentissage qui est important pour la mémorisation. C'est-à-dire qu'on mémorise des choses qui ont été comprises plutôt qu'on comprend les choses parce qu'on a appris par cœur. Enfin, voilà. Donc, s'il y avait à revoir des choses, c'est peut-être la façon dont on forme les médecins aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que demain, ils seront surtout là. Enfin, faire 12 ans d'études pour analyser des mammographies, ça sert à rien. Demain, ils seront surtout là pour faire le lien entre la machine et le patient. Donc les compétences essentielles, ça va être l'empathie, l'écoute, etc. Chose qu'on n'apprend pas du tout dans les études de médecine et ils passent leur temps à apprendre par cœur des choses que, comme tu viens de dire, Google sait mieux qu'eux. Donc faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Faut, faut, faut se servir évidemment de ces nouveaux outils. Mais ce qui compte, c'est, enfin, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé, puisque, enfin, c'est ça ta question, on a développé un logiciel qui gère toute la scolarité des élèves. En fait, on a fait ça un peu par hasard. Hein. On a fait ça pendant le premier confinement où on trouvait qu'ils étaient un peu loin. Alors, ils sont revenus dès janvier, mais ils ont eu entre je sais pas quoi, novembre et janvier, ils ont été chez eux. Et on trouvait que c'était plus compliqué de suivre les progrès de chacun à distance. Et donc, on a développé ce logiciel où on a un peu gamifié ou ludifié l'apprentissage. On a supprimé les notes, parce qu'on trouve que les notes, c'est un peu décourageant. Enfin, quand on a une mauvaise note, on est découragé. Alors que là, avec des points, il y a pas moyen d'avoir des mauvais points. C'est juste que on peut rater une opportunité de gagner des points. Mais voilà, tout point qui est gagné vient s'accumuler et représente, enfin, en fait, est une unité de mesure pour les apprentissages, les acquis qu'on a derrière. Et donc cette application, elle a eu un succès incroyable. Je me rends compte maintenant que quand on poste des nouveaux défis de code ou des nouveaux travaux en anglais ou peu importe, sans prévenir les élèves et même quand ils sont en vacances, on se rend compte que le lendemain, il y a la moitié des code challenge qui ont été résolus. Voilà. Donc il y a vraiment un côté ludique et de motivation, enfin où les gens vont chercher des choses dans l'application. Et puis surtout, l'application, elle permet de faire des choses à la carte. C'est-à-dire que une des techniques de neurosciences qu'on utilise beaucoup, c'est la répétition espacée, où en fait on le sait depuis assez longtemps, mais on le savait empiriquement et on l'a vérifié de façon scientifique avec l'imagerie médicale, le cerveau oublie de plus en plus lentement. En gros, c'est logarithmique. Enfin, voilà, si tu doubles l'intervalle à chaque fois, donc, et la meilleure façon de mémoriser quelque chose, c'est qu'on te représente l'information quand tu es sur le point de l'oublier. Sauf que ce délai-là, bah, il va varier dans le temps, mais il va varier d'un individu à l'autre. Donc, nous, on va présenter des questions, des informations dans l'application et on va retenir bah, si l'élève a su ou pas su et on va lui ressortir ça dans 2 semaines, dans 6 semaines, etc. Et jusqu'à ce que ce soit parfaitement maîtrisé. Et quand on regarde en imagerie médicale, on voit l'information migrer du lobe préfrontal à l'arrière du cerveau. L'arrière du cerveau, c'est la mémoire procédurale, la mémoire des gestes. Quand on dit le vélo, ça s'oublie pas, ben, un truc qu'on a répété 5 fois de façon espacée, ça s'oublie pas non plus. Bon, bah ça, sans le digital, on ne peut pas le faire. Enfin, c'est-à-dire que de répéter des choses de façon espacée, enfin oui, ça se fait avec des cartons, on les remet derrière la pile, etc. Mais c'est très grossier, c'est pas du tout précis. Là, on a des mesures ultra précises de à quel rythme les choses sont apprises et à quel moment il faut les représenter pour que ce soit maîtrisé. Donc, contrairement à l'éducation nationale où il y a des programmes ultra chargés et on a à peine le temps de faire les trucs une fois, nous, on essaye de voir moins de choses et de les voir mieux. Et toutes les matières sont traitées au moins 5 fois, quoi. Donc, les élèves qui n'aimaient pas l'assembleur et qui se sont dit, bon, ça y est, maintenant c'est fini, on va pouvoir passer à autre chose, ben non, manque de peau, l'assembleur, ça va revenir, quoi. Parce que l'assembleur, c'est important. Ils seront peut-être pas amenés à programmer en assembleur, mais s'ils veulent faire de la cybersécurité, ben, les virus, c'est développé en assembleur. Enfin, voilà, il va falloir qu'ils comprennent, qu'ils soient intimes avec la machine et qu'ils comprennent comment ça marche vraiment, quoi.
Donc l'outil numérique, il nous permet ça, il nous permet de rendre les apprentissages à la carte et de s'adapter au rythme de chacun. C'est quelque chose qui serait totalement impossible à faire sur papier ou à la main. Alors, on a mis un peu de temps parce que bon, faut qu'on développe, toutes nos applications en interne et bon, c'est notre métier, hein, mais ça prend un peu de temps. On a fait des examens papier tout au cours de l'année et puis le dernier examen de l'année, j'ai réussi à le faire en électronique. Enfin, on avait supprimé complètement le papier et les élèves étaient sidérés d'avoir la correction instantanément, quoi. C'est-à-dire qu'ils répondaient à des choses, ils faisaient des défis de programmation et puis dès qu'ils se sont reconnectés à l'application, bah, ils ont vu leur score, ils ont vu les points qu'ils avaient acquis. Et donc, non seulement la note, c'est problématique, mais en plus, souvent, ce qui est intéressant, c'est le commentaire. Et le commentaire, il vient trop tard parce que quand on a la correction 15 jours après ou un mois après, on a totalement oublié pourquoi on s'est planté et ce qu'on avait en tête au moment où on l'a fait. Donc, nous, quand c'est électronique et fait par la machine, on a la correction dans la demi-seconde qui suit. Et puis, quand il y a un humain qui intervient, parce qu'on n'arrive pas encore à tout automatiser, bah, on s'arrange pour que ce soit fait dans les 24 heures. Donc, on a un commentaire détaillé sur ce qui allait, ce qui allait pas. Et on n'a pas peur de se planter parce que finalement, c'est en se plantant qu'on apprend des trucs, parce que c'est comme ça qu'on a de l'expérience et du retour d'expérience. Justement, à quel challenge t'as été confronté durant cette première année? Peut-être quelles erreurs as-tu commises que tu as pu corriger? Si tu peux nous parler justement du retour d'expérience que tu as sur cette année et peut-être des directions que tu n'avais pas évaluées et que tu vas prendre. Enfin, ton feedback sur cette première année. Est-ce que tu étais dans la bonne direction depuis le début? Est-ce que tu as dû procéder à des ajustements? Et à quel challenge tu été confronté? Alors évidemment, on a fait plein d'ajustements et on continuera, parce qu'on est en fait une start-up de l'enseignement, hein. On expérimente des choses, quand ça marche, on amplifie, quand ça marche pas, on pivote. Donc sur les grandes lignes, on s'est pas trop planté. Enfin, le choix de l'anglais, par exemple, tout le monde m'avait dit: «Oh là là, un truc tout en anglais, ça marchera jamais», tout ça. Ça marche hyper bien. Au bout de 3-4 mois, les élèves, ils sont parfaitement à l'aise pour suivre les cours en anglais. Et puis, il y en a qui parlent pas beaucoup, mais c'est les mêmes qui parlaient pas beaucoup en français. Donc, c'est un problème de soft skills, c'est pas un problème de langue. Donc, on y travaille aussi. Il y a bon, le faire venir les intervenants, ça a été très compliqué en période de Covid. J'ai toujours pas trouvé la bonne solution. Je considère que l'enseignement à distance, c'est un mode dégradé. Et par ailleurs, je suis conscient de l'empreinte carbone, de faire traverser, enfin, de faire parcourir la moitié de la planète à des profs pour venir à Vierzon, c'est pas très cohérent. Donc, j'ai pas la solution là-dessus. Je continue à chercher la bonne solution. Sur les choses que j'avais pas anticipées, je pensais pas que ce serait compliqué à ce point-là, uniquement pour des raisons administratives, hein, c'est-à-dire les aspects techniques ont été plutôt plus simples que prévu. Convaincre des élèves, c'est pas très compliqué. Alors les recruter, c'est compliqué parce qu'on n'y a pas eu accès, mais une fois qu'on les voit, qui viennent à des portes ouvertes ou autres, les convaincre de notre modèle, c'est pas très compliqué. Ce qui a été vraiment un dialogue de sourds, c'est un peu les relations avec le monde de l'enseignement en général. Enfin, nous, on est agréé par l'éducation nationale, on est un établissement d'enseignement supérieur technique privé. Et malgré tout, enfin, on n'a droit à aucune subvention et on rentre dans aucune case, mais on rend des comptes. Et on rend des comptes à des gens qui ne comprennent pas notre métier. Donc, typiquement, à chaque fois qu'on a un nouveau prof, il faut le déclarer au rectorat avec CV, casier judiciaire, etc., etc., diplôme. Et le rectorat nous répond, bah, nous, on comprend pas ce que c'est comme matière qu'ils enseignent ces gens-là, quoi. Bah oui, mais donc ils nous disent, bah, expliquez avec d'autres mots. Donc on réexplique avec d'autres mots. Après ils nous disent, bon, ok, mais du coup c'est pas le même cours parce que c'est pas du tout les mêmes mots que la dernière fois. Bah si, c'est le même cours, mais c'est juste, vous avez demandé de réexpliquer, donc on a réexpliqué différemment. Et voilà, et c'est ubuesque et c'est un dialogue de sourds permanent. Et puis, quand on demande à un prof américain son extrait B3 de casier judiciaire, il rigole parce que le concept n'existe pas. Enfin, voilà. Et quand on explique à un autodidacte qui bosse pour Google qu'il n'a pas le droit d'enseigner à bac+5 parce qu'il n'a qu'un bac+2, ou enfin voilà, c'est très, très français, quoi, hein. Donc
nous, on se heurte sans arrêt au fait qu'on ne rentre pas dans les cases et qu'on n'a pas envie de changer notre approche sous prétexte de se conformer ou de respecter des règles, etc. Donc ça, c'est un peu compliqué. La facilité aurait été de faire un truc vraiment en marge du système. On a choisi d'être à l'intérieur du système, en partie parce que ça rassure. Le diplôme, alors c'est pas, je ne devrais pas dire ça, c'est un titre. Techniquement, diplôme, c'est une exclusivité de l'éducation nationale. Donc nous, on délivre un titre professionnel reconnu par l'État. Donc notre titre, c'est un vrai bac+5 reconnu par l'État, etc. Et ça demande à être un peu dans le système et à faire bouger les choses pour réussir à pas dénaturer le projet tout en se conformant à minima avec un certain nombre de règles plus ou moins pertinentes. Donc ça, je n'avais pas du tout anticipé. Enfin, je pensais que les aspects administratifs seraient infiniment plus simples que ça. Des tas de trucs, hein, genre pour être une école, il faut être un ERP, établissement recevant du public. Nous, les locaux qu'on utilise, c'est les anciens locaux de Ledger, hein, notre licorne locale, donc ils sont spécialistes mondial de la sécurisation des crypto-monnaies. Nos locaux, c'était un ERT, établissement recevant des travailleurs. Donc quand on a découvert ça, on a demandé comment on faisait pour passer de RT à ERP. Et on nous a dit, en période normale, ça prend 4-5 mois. En période Covid, on ne sait pas quoi. Sauf qu'on était 3 mois avant la rentrée, quoi. Donc voilà, donc on a appelé le maire, on a appelé le préfet, on a machin, hein, puis 15 jours après, on était ERP. Mais voilà, tout est comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manuel de création d'école. C'est-à-dire personne ne sait et on tire une pelote de laine. Donc on tire, on ne sait pas du tout quelle taille fait la pelote de laine. Et donc à chaque fois qu'on résout un truc, il y a un obstacle derrière et il y a un autre truc derrière, mais on ne pouvait pas l'anticiper parce que personne ne le sait. Et depuis, on est tombé sur un podcast qui explique la création d'une école et ils sont à peu près passés par toutes nos, toutes nos étapes. Donc ça a l'air assez standard, les difficultés en fait. Mais personne, enfin aucun de nos interlocuteurs n'a été capable de nous dire, voilà, vous allez devoir faire ça, ça, ça et ça. C'était toujours étape par étape. Tant et si bien que sur certains trucs, genre être sur Parcoursup, on n'est toujours pas sur Parcoursup. Et on a quelque part le sentiment qu'à chaque fois qu'on satisfait les critères, ils en inventent des nouveaux, quoi. Parce que c'est la seule explication possible, quoi. C'est-à-dire que à chaque fois, quand on a fait enfin, à chaque fois, on a tout ce qu'il faut. On nous dit oui, votre dossier est complet, donc il nous faudrait ça, 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 ça et ça et ça. D'accord. C'est quoi le mot que vous comprenez pas dans votre dossier est complet? Donc voilà, administrativement, on regrette jamais d'être à Vierzon. De temps en temps, on regrette d'être en France. La première année s'est passée, tu as relevé les challenges de la création de l'école. Aujourd'hui, quels sont en tout cas les challenges que tu vois à venir et quelle est ta vision aussi de l'avenir pour ton école? En fait, le challenge, c'est de jamais s'arrêter, c'est de continuer à innover tout le temps. Donc typiquement, là, on a eu un break de 3 mois. Enfin, les élèves ont terminé fin juin, ils recommencent le 20 septembre. On a décidé que c'était la dernière année qu'on faisait ça, parce que finalement, les grandes vacances, c'est un archaïsme qui date de l'époque où il fallait des bras pour les moissons, et ça n'a aucune motivation pédagogique. Donc à partir de l'année prochaine, on enseigne 12 mois sur 12. Donc cette année, voilà, cette année on n'est pas prêt, mais en faisant ça, on gagne un trimestre par an et donc on peut faire un bac+5 en 4 ans sans trop forcer. Voilà, et on trouve que ça va dans le bon sens, ça va pas nous simplifier la vie, mais on trouve que ça va dans le bon sens. Donc voilà, l'enjeu c'est ça, c'est de toujours se remettre en cause, de toujours s'améliorer et puis de grossir, de monter en puissance, puisque là, pendant 5 ans, nos promos vont se cumuler. Donc on double, enfin entre la première et la deuxième année, on va faire plus que doubler. Après, on va continuer à grossir et il n'y a vraiment que dans 5 ans qu'on aura un régime de croisière et on aura un peu plus de temps pour se consacrer à d'autres choses. Mais rien que de gérer l'afflux de nouveaux étudiants et de recruter ces nouveaux étudiants, il faut y consacrer pas mal de temps et d'énergie. Et puis, il y a des trucs qui doivent s'anticiper parce que rapidement, on n'aura plus de place. Donc, on a fait le choix de Vierzon parce qu'il y avait cette friche industrielle en centre-ville, sachant qu'il y a des gros travaux de réhabilitation. Donc, on commence dans des locaux provisoires qui sont très très bien, mais qui sont provisoires, qui sont donc les anciens locaux de Ledger. Et on déménage en 2023 dans ce bâtiment qui est en cours de réhabilitation, où là, on a de l'espace pour au moins 500 élèves. Enfin, on a de quoi grossir un peu. Mais toi, par exemple, demain matin, je suis au bureau d'études pour aller expliquer où est-ce qu'on met les prises électriques dans le prochain bâtiment.
Donc ça a l'air totalement insignifiant et anecdotique. Mais si on se trompe, ça va nous compliquer la vie au quotidien et on va s'arracher les cheveux et on va regretter de ne pas avoir consacré le temps nécessaire à bien réfléchir à où est-ce qu'on voulait mettre les prises. Donc dans un bâtiment qui fait, je sais pas, de 2000 mètres carrés au sol, enfin voilà, ça fait pas mal de prises. Bon bah ça prend du temps. Donc les défis ils sont variés, ils sont multiples, ils sont permanents. Et puis de toute façon, dès qu'on a un peu de temps, bah, on l'investit dans l'amélioration du process. L'application qui gère les élèves, bah, on a des tas d'idées pour améliorer les choses. L'idée à terme, enfin en utilisant de l'intelligence artificielle et autres, c'est qu'on puisse avoir des conseils personnalisés. Aujourd'hui, quand ils font des défis de code, ils ont un bonus, par exemple, si le code fait moins d'un certain nombre de lignes. Mais l'idéal, ce serait qu'on puisse analyser le style du code et détecter des fautes de conception ou la complexité algorithmique ou des choses comme ça. Enfin voilà, plus on peut automatiser des tâches de feedback, de mentoring, et plus on aura des économies d'échelle, puisque finalement, en fait, le modèle économique d'une école est un peu compliqué, parce que quand on veut de la qualité, ben, si on a plus d'étudiants, il faut plus de profs ou de mentors, il faut plus de locaux, il faut plus de... Enfin, tout est assez proportionnel finalement, et on n'a jamais de vraies économies d'échelle. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de faire du logiciel et de pouvoir automatiser des tâches et amortir la R&D du logiciel sur un nombre d'élèves plus important. Ça laisse présager en tout cas beaucoup de bonnes choses. Merci beaucoup Franck pour toutes ces informations, c'était génial. Je t'en prie. Merci pour ton interview. Retrouvez Franck sur Twitter @frje et Algosup sur algosup.com. Comme toujours, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos amis et sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.